Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue à vous tous sur ma chaîne Jean et le droit. Les amis, chers publics, chers auditeurs, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre mes contenus. Aujourd'hui, je vous propose un contenu un peu spécial, c'est un podcast. Je me suis interrogé suite à la phrase du président de la République qui avait déjà été prononcée d'ailleurs en 2018, où il disait « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Ça avait fait polémique à cette époque, parce que effectivement, il y a des raisons à cela, c'est qu'on renversait un petit peu la hiérarchie du travail, en mettant notamment la responsabilité sur le demandeur d'emploi, en disant bah oui mais si il est au chômage, c'est un peu de sa faute, il a qu'à traverser la rue et il pourra trouver du travail. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, le président de la République a un peu réitéré, il y a très peu, en disant simplement à Marseille, 10 emplois en un tour du Vieux-Port. Donc en gros, il vous dit clairement qu'il y a du travail. Alors aujourd'hui, je vous parle de ça parce que, effectivement les amis, nous recrutons 20 salariés. Et effectivement, on peut dire qu'il y a du travail. Alors, pourquoi est-ce que à l'époque, cette phrase avait fait polémique? C'est que dans le secteur notamment de la restauration, bien sûr qu'il y a du travail. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes liés aux conditions de travail. C'est un peu ça le problème. C'est pas très très bien payé, le boulot est difficile. Et puis, il y a une convention collective qui est vraiment peu avantageuse. Ce sont les raisons pour lesquelles ce sont des emplois qui n'attirent pas beaucoup les gens. Alors, dans un premier temps, nous allons parler un peu de la phrase du président de la République. Ensuite, nous allons vous donner un exemple de poste que nous recherchons actuellement en vous parlant de la société high-tech sécurité privée, en vous proposant d'ailleurs du travail, les amis. Comme je disais lors du précédent live, moi je propose du travail aux gens et nous recrutons actuellement plus de 20 salariés, donc des agents ADS, ainsi que un responsable ou des responsables d'exploitation. Voilà les amis. Et en deuxième, nous allons nous pencher sur le facteur travail et essayer d'expliquer un peu la différenciation avec tout ce qui est capital. Ensuite, nous parlerons du marché de l'emploi et de ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Et puis pour conclure sur la politique économique globale d'une nation. Voilà les amis pour cette capsule un peu technique, mais plutôt intéressante dans la mesure où je décortique un peu la situation économique. Et en prime, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le métier, si vous êtes dans le secteur, de nous contacter directement. Il y a un numéro de téléphone qui est affiché pour travailler tout simplement, et puis que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Voilà les amis, en ce dimanche, la bonne nouvelle qui vous attend, c'est que effectivement, il y a beaucoup de gens qui bougent dans ce pays, des personnes qu'on voit comme ça dans la rue et qu'on ne pourrait pas soupçonner et qui sont à l'origine de beaucoup d'entreprises. Alors, parlons de la phrase du président de la République. Est-ce que cette phrase est-elle véritablement choquante? Il y a des équipes de journalistes qui ont enquêté, notamment à Marseille, sur le Vieux-Port, et ils ont fait le tour du Vieux-Port, et en effet, ils ont rencontré des restaurateurs, et ils n'ont eu aucun mal à trouver, en effet, les 10 emplois qu'affirmait le président de la République. Ça veut dire qu'il y a du travail. Le problème, c'est que ce travail ne rencontre pas forcément le salarié. C'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure du côté frictionnel du chômage. Il a été bien sûr très critiqué. C'est peut-être la façon de le dire, c'est peut-être la forme, mais sur le fond,
c'est compliqué quand même de lui donner tort, dans la mesure où du travail il y en a, mais quel genre de travail et dans quelles conditions? C'est plutôt le mais qui vient contrecarrer un petit peu cette assertion. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, sur le fond, dire le contraire. En effet, si on observe d'ailleurs le taux de chômage actuel, le taux de chômage en France actuellement, on peut dire que ce taux est relativement stable. En effet, le taux de chômage en France est à 7,1%. Donc je rappelle aux personnes qui ne le savent peut-être pas que le plein emploi, c'est lorsque le taux de chômage est inférieur à 5%. Ça veut dire que à 7,1%, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse problématique liée au chômage en France. Et compte tenu de la crise que nous traversons, c'est plutôt pas mal. Parlons maintenant des métiers qui recrutent. Effectivement, dans le secteur de la sécurité privée, il y a en effet énormément d'emplois. Nous recrutons d'ailleurs des agents de sécurité, des agents ADS, ainsi que des responsables d'exploitation. Donc le responsable d'exploitation est une sorte de chef d'équipe. Donc il va encadrer le personnel et qui va également être présent sur le terrain lorsque c'est nécessaire. Alors, au niveau de la société high-tech sécurité privée qui recherche des agents, alors il faut savoir que le métier d'agent de sécurité est un peu, on va dire, peu glorieux, si je puis dire. Il est un peu décrié. C'est vrai que les conditions ne sont pas si simples, et encore, ça dépend des sociétés. En tout cas, les missions ne sont pas compliquées. En gros, qu'est-ce qu'on demande à un agent? On lui demande de contrôler les accès, notamment lorsqu'il est sur un site, de faire l'accueil, de faire des rondes, de surveiller le site entièrement, de pouvoir porter assistance et secours aux personnes, et puis d'assurer la protection et de donner l'alerte en cas d'accident ou d'événements dits exceptionnels. Dans des sociétés comme la société High-Tech Sécurité, vous avez évidemment des managers de proximité qui sont aux côtés des agents. Il y a une politique RH qui est très pointue. Les postes sont soit en CDI temps plein 35 heures ou alors à temps partiel. Et très important, évidemment, les débutants sont acceptés. Donc vous voyez que dans certains domaines comme la restauration, la sécurité privée, il y a beaucoup de travail. En effet, la société High-Tech Sécurité recrute 20 agents, plus de 20 agents. Donc vous voyez, et c'est maintenant, c'est immédiat. Si vous êtes intéressé évidemment par cette offre, vous n'hésitez pas à donc appeler le numéro que vous trouvez sur les affiches, et n'hésitez pas aussi à envoyer un mail avec votre CV et surtout ce qui est très très important, c'est que pour pouvoir travailler dans ce domaine, il faut bénéficier d'un certificat, un CQP, donc APS. Voilà, donc c'est très très important. On ne peut pas travailler si on n'est pas habilité, puisque c'est une demande qu'il faut faire auprès du ministère de l'Intérieur. Donc il y a une enquête qui est dite de moralité, parce que bon, évidemment, si vous avez eu des condamnations, c'est un peu compliqué de travailler dans la sécurité. Nous recherchons également des agents en magasin. Vous voyez, quand vous allez dans les magasins, vous trouvez des personnes qui sont là pour parfois juste vous donner des infos, où se trouvent les toilettes, etc. Mais globalement, le métier d'agent en magasin, c'est pas vraiment ça. Donc vous voyez, il va y avoir la surveillance, parce que comme vous le savez, il y a des vols, voilà. Donc il va assurer globalement ce type de travail. Donc ça peut être le contrôle, ça peut être la surveillance, voilà, ça peut être même une surveillance électronique, puisque il y a des PC avec des équipements qui permettent de détecter des fraudes, des vols, etc., etc. Donc voilà un peu le tableau qu'on peut dresser en disant que le président de la République n'a pas tout à fait tort sur le fond. Peut-être que la forme reste à être améliorée, mais sur le fond, voilà, effectivement,
Si quelqu'un aujourd'hui a envie, dit qu'il ne trouve pas de travail et a envie de vraiment trouver un travail, il va trouver le travail. Le problème, c'est est-ce que ce travail correspond à ce qu'il cherche vraiment? Est-ce que ce travail est un travail à valeur ajoutée? Est-ce que les conditions sont agréables? Ou sans aller jusqu'aux conditions de travail très agréables, est-ce que les conditions de travail sont bonnes, tout simplement? Donc il y a beaucoup de questions. Est-ce que la convention collective, elle est favorable? J'ai toujours donné ça comme exemple, hein, les travailleurs, les salariés de chez Carrefour, hein, avec la paye du dimanche. C'est quand même extraordinaire. Le week-end, vous savez que les salaires sont doublés, hein. Donc c'est pas mal, c'est une très très bonne convention collective. Donc les personnes que vous voyez, les hôtes ou les hôtesses de caisse, on pense qu'ils ne gagnent pas grand-chose, détrompez-vous. Certains salaires peuvent vous surprendre. Il y a d'autres métiers comme ça qui recrutent, hein. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais ce sont des métiers qui sont peu qualifiés. Oui, peut-être, mais ce sont quand même des métiers. Il faut pas négliger. Vous savez, on commence parfois à faire ces métiers-là pour pouvoir déboucher sur autre chose, grâce à la formation continue, grâce on parlait de mindset lors du live, grâce à une forte volonté, grâce à certains leviers aussi qu'on va mettre en place, etc., etc. Mais il n'y a pas de sous-métier. Donc, si vous êtes intéressé en tout cas par les métiers de la sécurité privée, appelez ce numéro-là, je serai ravi de vous intégrer au sein de cette société qui est vraiment très très bonne. Et puis, je serai ravi de vous recevoir en entretien et de vous proposer les meilleures conditions possibles. Si vous connaissez du monde qui est un peu en difficulté, dites-leur qu'il y a moyen. Alors, il y a quand même une condition, je le répète, il faut être habilité à être agent de sécurité. Donc, il faut avoir le CQP. Si vous n'avez pas le CQP ADS, c'est pas la peine en fait, hein, parce que on ne pourra pas vous recruter. Il y a une autre possibilité que vous pouvez faire dès maintenant. Vous pouvez très bien vous dire, bon, je galère dans mon secteur, j'ai envie de tenter un autre secteur. On est le dimanche 9 juillet. Bah écoutez, vous contactez un organisme de formation en très peu de temps. Je dis bien en très peu de temps, vous allez pouvoir être habilité. Voilà, à être agent de sécurité. Et bon, ce qui est très très important, bien entendu, c'est qu'il faut envoyer un courrier, comment dirais-je, à l'organisme qui s'occupe de délivrer les habilitations, le CNAPS. Il y a toute une procédure que nous pourrons effectivement vous proposer. Hein. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Et puis on va vous indiquer un petit peu les marches à suivre, hein, parce que c'est un domaine qu'on connaît très très bien. Voilà les amis, ce que je peux dire là-dessus. On passe maintenant à la partie, on va dire, un petit peu plus technique, c'est-à-dire le facteur travail. C'est quoi le facteur travail? Le facteur travail, ça représente en fait le travail qui va être effectué par les êtres humains dans une organisation. Voilà, pour quoi faire? Pour produire des biens et des services. En contrepartie, bien entendu, de sa paye, de la rémunération. Donc, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous embauchez des salariés, vous allez donc payer les heures travaillées. Voilà, et donc vous allez calculer tout ça, ça a un coût, ça va générer ce qu'on appelle la masse salariale. Alors, le facteur travail est ce qu'on appelle un facteur de production, un facteur, comme vous l'aurez bien compris les amis, qui est indispensable à la croissance économique. C'est vrai que avec également son pendant, qui est le facteur capital, ça va être les principales sources de croissance. Ça veut dire que lorsque vous augmentez dans une structure la quantité de travail, vous allez élever indubitablement votre niveau de production. Donc voilà, et effectivement, on parle beaucoup de la production, mais ce qui est aussi très très important, bien entendu, c'est la qualité du travail qui va déterminer la productivité du facteur travail. Voilà, donc après, les économistes généralement aiment bien parler de la combinaison des facteurs de production. En fait, le chef d'entreprise va devoir combiner, si vous voulez, ces différents
facteurs qu'il a sous la main, c'est-à-dire le travail, donc l'être humain, le capital, les machines. Voilà, et donc il va croiser tout cela, combiner tout cela pour générer une forte productivité. Voilà les amis, bon j'espère que je ne vous ai pas perdu. En gros, un exemple très simple pour parler de tout ça, vous avez une société de transport, il vous faut par exemple des bus et il vous faut des conducteurs de bus. Donc vous allez combiner les deux facteurs de production, c'est-à-dire le chauffeur de bus et votre bus. Voilà, votre bus qui représente le capital et puis le chauffeur qui représente le facteur travail. Vous voyez, pour acheter un bus, il faut du capital, on est d'accord. Et donc, il faut un investissement. Est-ce que le bus, pour l'instant, peut se conduire tout seul, n'importe où, n'importe comment? Non. Il vous faut indubitablement le facteur humain, le facteur travail. Voilà ce qu'on appelle une combinaison des facteurs de production. Bon, voilà, j'espère que ça a été très très clair. Et voilà, donc pourquoi est-ce que je vous parle du facteur travail? Parce que c'est très très important. Ça nous amène dans notre deuxième partie où on parle un peu du marché de l'emploi et notamment du chômage frictionnel. Avant d'aller vers le chômage frictionnel, zoomons un petit peu ce qu'on appelle la qualité du travail. Écoutez, je parle en général, mais tous les entrepreneurs qui nous écoutent vont comprendre ça très facilement. Pour améliorer, si vous voulez, la productivité des travailleurs, il y a plusieurs choses à faire. Vous voulez qu'ils soient plus productifs, vous pouvez réaliser, par exemple, des investissements pour leur assurer une meilleure montée en compétences et puis un savoir-faire particulier. Donc, effectivement, si vous avez des éléments de production qui sont très compétents, il est clair que le travail va être beaucoup plus productif. Voilà, et effectivement, si par exemple, j'en sais rien, vous devez fabriquer des pièces, il est clair que si la personne n'est pas suffisamment formée, elle va mettre du temps à produire une pièce, alors que si elle est suffisamment formée, eh bien, elle mettra beaucoup moins de temps à produire la même pièce. Donc, de manière indubitable, la productivité horaire va augmenter, les amis. Donc, parlons maintenant, j'ai envie de dire, du chômage frictionnel. Évidemment, pour l'aspect qualitatif du travail, vous avez également les progrès techniques, etc., les technologies qui permettent effectivement d'améliorer tout ça. Qu'est-ce que le chômage frictionnel? Alors, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le chômage frictionnel, c'est en fait la période dans laquelle il y a ce qu'on appelle une transition et un délai nécessaire pour trouver un autre emploi. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes employé dans une entreprise et puis pour des raisons X ou Y, vous n'êtes plus dans cette entreprise. Soit vous avez démissionné, soit vous avez été licencié, soit vous avez négocié ce qu'on appelle une RCI, une rupture conventionnelle individuelle. Donc, du coup, vous vous retrouvez pendant un certain temps au chômage dit naturel. En fait, c'est juste le temps nécessaire de trouver un autre emploi. Vous êtes quelqu'un d'actif. Donc, le temps pour trouver un autre emploi va être généralement très très court. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est-à-dire, c'est vraiment un chômage de transition. Si on peut résumer ça de manière beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que c'est un type de chômage qui est inévitable et on ne peut pas faire autrement parce que, quoique, il y a des cas où en partant on a déjà trouvé, mais en réalité ce sont quand même des cas qui ne sont pas généraux. Voilà le chômage frictionnel. Et puis d'un autre côté, moi ce qui m'intéresse dans ce côté frictionnel, c'est que par rapport à la phrase du président de la République, il faut simplement savoir qu'il y a certains métiers qui sont hyper qualifiés et qui ont du mal, comment on peut dire ça, des fois à rencontrer l'offre de travail. Il y a des demandes qui ont du mal à rencontrer l'offre. Donc on peut aussi parler de friction. En effet, il n'est pas facile non plus de trouver la compétence nécessaire et parfois
l'offre de travail, évidemment, ne rencontre pas la demande. Donc ça va créer en effet une espèce de friction. Alors combien de temps ce chômage frictionnel va durer? Tout dépend, il y a des cas qui sont vraiment particuliers, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident, si vous voulez. Le chômage frictionnel peut, dans une certaine mesure, être considéré comme faisant partie, autrement dit, du chômage conjoncturel. C'est un chômage qui ne va durer qu'un certain temps. Ça ne peut pas s'inscrire dans le temps parce que, pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est juste une question de rencontre entre l'offre et la demande de travail. Voilà les amis pour la friction, pour le chômage frictionnel. Je vous rappelle que le plein emploi, le taux économique, pour dire que nous sommes dans une situation de plein emploi, c'est quand on est en deçà de 5% de taux de chômage. Voilà les amis. Alors, parlons un peu de la politique économique d'une nation. Lorsque je suis interrogé et lorsque je m'adresse parfois aux étudiants, je leur dis ceci, parce que bon, la droite, la gauche, le centre, l'extrême, etc., etc., je leur dis simplement ceci, l'économie, ce n'est pas la politique. L'économie est un instrument qui est au service de la politique, ou des politiques si vous préférez. Donc dans une nation, nous allons avoir une politique économique. Et cette politique économique dépend de ce que souhaite cette nation. Elle est un instrument, si vous voulez, des politiques qui vont être mises en œuvre. Donc c'est très très important de comprendre cela parce que vous savez, dans les facs, dans les écoles, dans les lycées, etc., etc., on a tendance à penser que si on est de gauche, on va mener une politique de gauche, et si on est de droite, on va mener une politique de droite, et que au fond, l'économie a une couleur politique. Eh bien, je dis non, ce n'est pas ça, les amis. Bien entendu, si vous avez le cœur qui penche à droite, vous allez peut-être être tenté par des économies, par des politiques, économiques de droite. Et si vous avez le cœur qui penche à gauche, vous allez, de manière indubitable, être tenté par des politiques beaucoup plus sociales, des politiques de gauche. Évidemment, mais l'économie en tant que telle, moi je parle vraiment de la matière, c'est un instrument qui est au service des politiques. Donc ça va se résumer en quoi la politique économique d'une nation. Pour vraiment résumer les choses, les amis, vous savez que les services publics, en fait les nations, vont intervenir dans l'économie. Voilà. C'est-à-dire que, alors notamment en France, vous avez l'État, vous avez la Banque centrale, vous avez les collectivités territoriales. Et donc, quel est l'objectif en fait de tout ça, hein? Il y a une espèce de contrôle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les acteurs économiques se débrouiller tout seuls, hein. Il y a quand même un contrôle, hein. Donc on va viser par des politiques économiques, on va viser le plein emploi, j'en ai parlé, c'est-à-dire en deçà des 5%. On va viser par exemple ce qu'on appelle la justice sociale, comment est-ce qu'on peut répartir un petit peu mieux la valeur ajoutée, les revenus. On va parler évidemment de croissance, de politique de croissance, parce qu'une nation doit avoir un certain taux de croissance pour se sentir bien, pour que le pays soit bien. Il va falloir améliorer le taux de croissance, quoi, hein. Voilà. Et donc, les nations vont pouvoir, si vous voulez, corriger un certain nombre de déséquilibres. Vous savez, tout le monde sait, hein, avec la guerre en Ukraine, avec le contexte mondial, bien avant, il y a eu Covid-19, ça a généré un certain nombre de velléités inflationnistes. Donc, vous avez tous compris que les prix ont augmenté, le niveau de vie est devenu vraiment difficile, tout a augmenté, etc. Donc, les salaires les plus bas ont du mal à suivre.
Il y a des problèmes qui peuvent être liés au chômage, il y a des problématiques d'inégalité au niveau des revenus et des richesses. Quand on regarde un petit peu les finances publiques, on peut constater un certain nombre de déficits, etc. Bah oui, de toute façon, l'État a été obligé de ponctionner pour pouvoir combler le gap lié à cette situation extraordinaire de Covid-19 et compagnie. Et puis juste derrière, vous avez la guerre en Ukraine qui rabat un petit peu, qui oblige à, adapter un peu sa politique économique. Alors, les économistes, de manière générale, vont distinguer plusieurs sortes de politiques. En gros, vous avez les politiques économiques conjoncturelles. J'ai déjà parlé de l'aspect conjoncturel tout à l'heure, qui vont viser, si vous voulez, le court terme. Quand on parle de court terme en économie, on s'inscrit dans des politiques de moins de 5 ans. Vous voyez, il y a les fameuses courbes, notamment de Kondratiev, mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Et puis vous avez les politiques dites structurelles qui vont modifier de manière structurelle le fonctionnement de l'économie sur évidemment le moyen ou long terme, c'est-à-dire au moins plus de 5 années. Donc ce sont des politiques qui vont s'inscrire dans la durée. Donc c'est deux notions qui sont complètement distinctes. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur la politique économique d'une nation. Donc vous voyez, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile tout ça. On pense des fois dans des discussions de comptoir que gérer une nation, ça se fait comme ça, avec une baguette magique. Non, non, pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de paramètres et il faut tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir faire en sorte que l'État puisse garantir à ses citoyens un minimum de développement sur le plan économique. Alors les amis, l'émission va s'achever. C'était vraiment une courte capsule, un podcast d'un genre nouveau que je vous ai proposé pour vous parler de cet aspect-là du marché du travail, de la phrase du président de la République. Est-ce que véritablement en traversant la rue on peut trouver un travail? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des difficultés? Bon, j'ai brossé un petit peu ça de manière très rapide, parce que vous vous en doutez, pour chaque point, il faudrait y consacrer un peu plus de temps. Alors, j'ai parlé aussi un petit peu de ce qui peut se passer dans les entreprises, l'intérêt du facteur travail et du facteur capital, comment ça se passe tout ça. On pourrait évidemment approfondir en étudiant de très près la masse salariale, savoir comment il faut faire pour contrôler un peu tout ça. Il y a des politiques RH qui sont mises en œuvre. On pourrait aussi s'attarder sur l'aspect juridique et réglementaire. Il y a énormément de thématiques en réalité. Alors, dans les commentaires, les amis, déjà, je vous invite évidemment à liker ce contenu d'un format nouveau. Liker, partager, commenter. Et puis dans vos commentaires, moi j'aimerais bien que vous répondiez à la question: est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, finalement, a-t-il eu raison, du moins dans le fond, quand il disait que tu traverses la rue et puis tu trouves du travail? Est-ce qu'il a exagéré? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Que pensez-vous d'ailleurs de ce podcast? Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez appris des choses? Qu'est-ce que vous aimeriez que je développe? De quoi aimeriez-vous d'ailleurs que je développe? Ça peut être sur l'aspect économique, ça peut être sur clairement l'entrepreneuriat, le droit, le sociétal, enfin ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien qui est vraiment très très important. Et puis, écoutez, comme conclusion sur la politique économique d'une nation, j'ai envie de terminer ce podcast en vous donnant vraiment un bonus de taille, quelque chose de très surprenant, une expérience vraiment touchante,
qui a bouleversé ma vision de l'économie, enfin la vision en tout cas que j'avais de l'économie jusqu'à présent. Alors je vais vous partager ce bonus. Pour les personnes qui sont intéressées par le recrutement d'agents ADS et de responsables d'exploitation, vous avez le numéro, les amis, partagez autour de vous. Voilà, il n'est pas normal d'ailleurs que les gens aujourd'hui qui ont le CQP, donc qui ont le certificat, soient au chômage et ne puissent pas travailler, surtout que dans le secteur, il y a vraiment beaucoup de travail. Pour les personnes qui ont déjà un travail et qui veulent cumuler, avoir un revenu supplémentaire, c'est possible puisque nous recrutons également à temps partiel. Voilà, on ne recrute pas comme temps plein. Et je vous rappelle que, en tout cas, la politique RH de l'entreprise, elle est très claire, elle est basée sur la stabilité de l'emploi. Vous voyez, ça c'est vraiment très très important, c'est pour ça que les recrutements sont principalement en CDI, donc CDI, temps plein ou temps partiel. Allons-y maintenant pour terminer ce podcast avec, comment on peut dire ça, le bonus. Les amis, il y a quelques années, je regardais la télévision et je suis tombé sur un reportage extraordinaire qui parlait d'une expérience qui avait été faite par des économistes. Bon, évidemment, ce sont des émissions très techniques que personne ne regarde, qui passent à des heures impossibles, etc., etc. Et qu'est-ce que disait cette émission, en gros? De quoi parlait cette émission? L'émission nous disait clairement que le travail, en tout cas le chômage, n'existe pas. Et bon, j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais ils ont fait une expérience, mais une vraie, hein, en grandeur nature. Ils ont pris une localité quelque part en France et ils ont décrété que la municipalité était l'employeur de cette localité. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la ville de Paris. Vous vous dites, la mairie de Paris va être l'employeur. Et donc, les citoyens, les habitants de Paris vont être les salariés, etc. C'est une expérience extraordinaire, les amis. Eh bien, rendez-vous compte que cette expérience était tellement significative qu'ils avaient décidé de déployer au fur et à mesure dans d'autres endroits. Et les amis, si vous avez entendu parler de cette expérience, contactez-moi, essayez de m'envoyer des liens, etc. Parce que je ne sais plus où j'ai mis ça, je n'arrive pas à retrouver. Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'il a été démontré en réalité que si on veut que tout le monde travaille, eh ben c'est possible, les amis. C'est incroyable, hein. Là, le taux de plein emploi est en dessous de 5%, mais ça veut dire que tout le monde peut en effet travailler. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue économique, l'économie en tant qu'instrument dit, enfin, de par cette expérience, qu'on peut complètement faire disparaître le chômage. Et alors quel est le mécanisme qui permet à ces chercheurs de dire ça? Bon, c'est pas compliqué. Vous avez la mairie de Paris. La mairie de Paris va te trouver du travail, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'inscrivais dans une agence d'intérim, en fait. Sauf qu'au lieu d'être intérimaire, tu es embauché par la mairie de Paris, par exemple, à temps plein. Ça veut dire que si la mairie de Paris ne te trouve pas une activité, tu restes chez toi et tu es payé. Alors, c'est quand même extraordinaire. Il y a des gens, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui vont écouter, qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, moi j'ai eu exactement la même réaction. J'ai fait, what? Et bon, c'était très bien fait, hein. Moi je vous l'explique un peu comme ça, parce que ça fait longtemps, mais je vous explique un peu comme ça, de manière très très simple. Mais disons que, en gros, l'objectif, c'est de booster tous les acteurs. Et la mairie de Paris va donc embaucher évidemment des super DRH, des juristes, des avocats, bref, par rapport à vos études, par rapport à vos compétences, vos expériences, vous êtes embauché par la municipalité, par la localité.
Et donc l'État est responsable de tout. En gros, on est tous des super fonctionnaires en fait, hein. Alors le statut, je me rappelle plus trop bien parce que bon, en France, ces statuts-là sont très encadrés, hein. Mais en gros, on a comment dire, une assurance d'avoir du travail à vie. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, vous voyez ce que ça donne avec les fonctionnaires. Ils ne sont pas toujours très réactifs, quand il est 16 heures, ils ne vont pas travailler 5 minutes de plus, etc. etc. Évidemment, il n'y aura pas que des salariés, il peut y avoir aussi des chefs d'entreprise, hein. Les chefs d'entreprise vont signer vous l'aurez bien compris, des marchés publics avec la localité, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis ce sera à eux de gérer leurs besoins, parce que de toute façon, ils vont se retrouver quelque part liés inexorablement à la localité, puisque les salariés qui vont embaucher, en réalité, ce seront des salariés qui auront fait le choix de travailler, on va dire, pour le privé, et non pour la localité, mais dépendant d'un marché public. Enfin, vous voyez un peu la toile d'araignée que c'est. Mais dans l'exemple qui avait été donné, je crois que le cas du chef d'entreprise est un peu particulier. Parce que bon, l'idée c'était de dire qu'on prenait des gens et que la mairie était comment dire, le super DRH, que la mairie embauchait les gens et s'occupait de répartir les gens dans les différentes activités. Voilà, c'est un peu ça le bonus que je voulais vous apporter. Tout ça pour vous dire que en réalité, le gâteau, il est là et tout le monde peut en profiter en réalité, hein. Le reste, c'est juste des politiques, quoi, qui consistent à dire que l'argent va être réparti d'une certaine manière, hein, en gros, hein. Les amis, merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.